Bon, je m'en viens vous parler, Marie-Pierre Joly, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis candidate au doctorat avec Marie-André qui est ici, puis avec Annie Poulaine-Sans-Façon à l'École de travail social. Je m'en viens aujourd'hui pour parler d'une partie de mes résultats de thèse, parce qu'il y en a beaucoup. Il faut faire un choix. Quand on arrive ici, il y a plein de choses intéressantes qu'on a entendues qui auraient pu faire des liens avec mon projet, mais je vais vous parler d'un morceau aujourd'hui, puis il y aura de la place pour plein d'autres discussions intéressantes au fil du temps. Donc, je vais vous parler dans le fond, mon projet qui se penche sur le rôle de parent d'accueil, mais avec un cadre théorique en éthique, ce qui est assez peu commun. Fait que je vais essayer en 20 minutes de vous ramener un peu de la pertinence de tout ça, puis qu'est-ce qu'on peut en tirer, dans le fond, d'avoir ce regard-là sur le rôle de parent d'accueil en utilisant l'éthique comme cadre théorique. Donc, les parents d'accueil, pourquoi s'intéresser à eux? C'est un acteur qui est incontournable. Hein, vous le savez, quand un enfant est retiré de son milieu, le plus souvent, il est confié en famille d'accueil. Donc, déjà, c'est clairement un acteur qui est central quand on parle de la question du placement. Pour les parents d'accueil, on parle dans mon projet des parents d'accueil de familles d'accueil régulières, là, pour situer. On le sait, hein, l'accueil, ça se passe dans l'intimité de leur famille. Puis, ils font aussi partie de l'équipe clinique. Fait que toute cette question-là du double rôle, c'est quelque chose qu'on entend souvent, autant dans la littérature, autant dans les milieux cliniques, là, cette tension-là entre un rôle plus parental ou un rôle davantage professionnel, comment on se situe dans ça. C'est vraiment au cœur, c'est une espèce de tension irrésoluble. Hein. Les deux vont toujours faire partie de leur rôle, mais dans les dernières années, avec tout le mouvement vers une plus grande professionnalisation du rôle de parent d'accueil, c'est comme si la dimension professionnelle est venue prendre une place un peu plus grande, puis peut-être raviver certaines tensions de cet ordre-là. C'est comment on se situe comme parent d'accueil? Est-ce qu'on est plus un professionnel dans l'équipe clinique ou est-ce qu'on reste davantage un parent dans le quotidien auprès de l'enfant? C'est un rôle qui est gratifiant, mais qui, à cause de cette tension-là, ce double rôle-là, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que ça génère des tensions, des inconforts qui peuvent être conceptualisés, comme je l'ai mis ici, là, dans les relations de différents acteurs, entre autres dans la relation à l'enfant. Si on est plus un parent ou plutôt qu'on se positionne comme un professionnel, on ne veut pas avoir le même niveau de proximité avec l'enfant. Fait qu'il y a ça à négocier. Dans la relation parents, ça peut être aux parents d'origine de l'enfant. Entre autres, ça peut être de s'inscrire dans la relation partagée, ce qui n'est pas si simple non plus. Si on se positionne comme un parent ou un professionnel, on ne va pas négocier ça de la même façon. Dans la relation intervenante, la question de la demande d'aide peut être influencée aussi. Si on se fait dire qu'on est un professionnel, qu'on est responsable de trouver nos propres ressources, notre propre soutien, c'est le discours qu'on tient un peu aux parents d'accueil depuis la LRR. Est-ce qu'on est légitime à demander de l'aide? Fait que tout ça, c'est un survol vraiment extrêmement rapide parce que je veux passer plus rapidement au cœur de la présentation. Mais la littérature les documente assez bien, ces tensions-là. On sait qu'elles existent, on sait qu'elles sont là. Puis, il documente aussi la souffrance que ça peut générer chez certains parents d'accueil. Ce qui est moins clair, c'est comment ils font, les parents d'accueil, pour passer de ces tensions-là et réussir à les négocier, peut-être les résoudre ou en tout cas vivre avec d'une façon le plus sereine possible. Il y a des parents d'accueil, on sait qu'on n'arrivera pas à retenir, qui vont démissionner de leur rôle, mais la majorité poursuivent là, finalement. Ils réussissent à passer à travers, à trouver une façon de négocier tout ça. Mais dans la littérature, on ne se penche pas vraiment sur cette espèce de boîte noire-là qui est de voir comment on négocie ça, des tensions de rôle, des tensions identitaires. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que dans le fond, c'est vraiment là qui est l'objet de ma thèse. C'est cette idée de dire, est-ce que ces tensions-là, si on les regardait avec un cadre éthique, si on arrivait avec d'autres concepts, est-ce qu'on pourrait arriver à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe et comment on arrive à résoudre ça puis à négocier des tensions et peut-être les situations éthiquement difficiles. Donc, est-ce que ces tensions-là pourraient être des situations éthiquement difficiles, finalement? Fait que les deux objectifs principaux de ma thèse sont justement d'aller essayer d'identifier ces situations éthiquement difficiles-là qui sont dans leur rôle, de voir, d'explorer, voir qu'est-ce qui va ressortir là, pour voir qu'est-ce qui pose qui a un aspect éthique, finalement, dans le rôle de parent d'accueil. Puis, le deuxième objectif, c'est justement l'espèce de boîte noire, là, c'est de mieux comprendre le raisonnement éthique, finalement, des parents d'accueil dans ces situations-là. On va donner un peu de vocabulaire parce que quand on est dans un cadre théorique un peu différent, ça vaut la peine de définir quelques concepts. Là. Pour ce qui est des situations éthiquement difficiles, je reprends les définitions de Sarah Banks. C'est une éthicienne en travail social qui est vraiment super intéressante. Elle parle de 3 types de situations un peu différentes. Il y a des enjeux éthiques qui sont des grands questionnements très larges, qui posent des questions de droits, de devoirs, de besoins. Fait que on est plus dans l'univers des questionnements, de la réflexion large. Pour les deux suivants, on est dans l'univers plus de la prise de décision. Quand il y a un choix qui se décide dans des options différentes.
Quand il y a un problème éthique, bien, il y a une décision qu'il faut qu'il soit prise, mais la position adoptée est claire pour la personne. Soit que vraiment la personne a une posture très claire par rapport à ça, soit elle ne voit pas qu'il y a un enjeu, qu'il y a une dimension éthique qui passe à côté, ce qui peut occasionner des manquements éthiques à l'occasion. Par exemple, un parent d'accueil qui serait trop campé dans une position qui ne se remettrait pas en question, bien là, on pourrait dire, bien là, il y a peut-être un problème éthique qui se dessine, il y a peut-être un manquement qui pourrait être caché en dessous de ça. Fait qu'on est un peu dans cette zone-là. Puis le dilemme éthique, bien, c'est quand survient un choix en deux alternatives qui sont toutes les deux complètement insatisfaisantes au sens où, d'un côté comme de l'autre, il y a des besoins qui vont être brimés, il y a des principes éthiques qui vont être violés, si on veut. Donc, finalement, que le parent d'accueil va rester pris avec des émotions qui vont être négatives, qui vont être difficiles. Si on va en parler, c'est vraiment au cœur là, du morceau de résultat que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Je vais essayer de vous présenter aussi l'éthique des vertus rapidement. Qu'est-ce que c'est, ça, l'éthique des vertus? C'est toujours mon plus gros défi dans mes présentations, de faire ça en 2 diapos. C'est une perspective éthique, finalement, qui va aller juger la moralité d'une action en fonction des caractéristiques de la personne, de l'agent moral. Au lieu de demander qu'est-ce qu'il faut faire, quel principe éthique il faut appliquer, l'éthique des vertus, ce que ça pose comme question, c'est quel type de personne il faut être. C'est quoi les traits de caractère que ça prend qui sont indispensables à une pratique qui est partagée. Puis c'est souvent utilisé là, dans les lectures que j'ai faites dans l'éthique professionnelle. Quand certaines personnes partagent une même pratique, c'est quoi les traits de caractère que ça prend à ces gens-là pour agir d'une manière qui est éthique dans leur rôle? Fait que c'est dans cet univers-là qu'on est. Puis les vertus, dans le fond, c'est les qualités qui vont permettre l'épanouissement des personnes qui vont être concernées par la pratique. Donc, dans notre cas, c'est l'enfant placé, évidemment. Donc, qu'est-ce qui fait que l'enfant placé va pouvoir s'épanouir? Mais aussi l'agent moral, donc le parent d'accueil, qui doit être en équilibre, qui doit être capable de rester bien solide et épanoui lui-même pour être capable d'aider l'enfant placé. Dans les préoccupations qu'on voyait là, dans le petit chat, là, on voyait entre autres prendre soin des demandes, de ceux qui prennent soin. Là. On est aussi dans cet univers-là. L'éthique des vertus reconnaît cette importance-là, là, que l'agent moral qui est là, qui aide l'autre personne, reste en équilibre lui aussi. Une vertu, dans le fond, ça se conceptualise dans une espèce d'équilibre entre deux extrêmes. Le courage, c'est un exemple qu'on prend souvent, là, qui est facile à voir apparaître entre la témérité et la lâcheté. Donc, c'est de trouver l'espèce de juste milieu, dans le fond, qui va être toujours bien positionné. Puis, il va falloir le trouver pour la situation précise, pour les acteurs qui sont impliqués. Donc, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, qui bouge toujours, puis qui doit toujours être redéfini. L'éthique des vertus va aussi proposer le concept de raisonnement pratique, qui est une espèce d'espace de réflexion, mais qui se veut collectif. Ça, c'est une particularité. Là, ça a des échos avec toute la pensée réflexive dont on parle souvent. Mais en éthique des vertus, il propose vraiment que ce soit une démarche collective, partagée, qui va permettre de réfléchir à la manière dont les vertus vont s'appliquer. Donc, dans ce contexte-là, avec ces personnes-là, dans le cadre des relations et des émotions qu'on gère, qu'on a à prendre en compte là, dans une situation précise. Puis il va aussi avoir un espèce de regard sur soi à porter pour voir, moi, c'est quoi ma tendance naturelle? C'est par exemple avec le courage, est-ce que j'ai tendance à être quelqu'un de plus téméraire ou si devant une gestion de risque un peu plus complexe, j'aurai tendance à plus reculer, à être plus conservatrice. Donc ça, connaître ses tendances naturelles pour être capable de se voir aller, puis être capable de bien s'ajuster après. Dans le fond, c'est ça l'idée qu'il y a derrière le raisonnement pratique, puis toujours en groupe pour voir comment les autres personnes qui partagent mon rôle le comprennent, puis comment on peut définir ensemble comment on fait ça. Ce que je trouve intéressant aussi, on a parlé tantôt là, de crainte dans la relation avec les intervenants, certaines relations de pouvoir avec le contrôle de la qualité, tout ça. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler dans les rapports à l'institution. L'éthique des vertus permet de poser un regard critique sur les institutions. Entre autres, de dire est-ce qu'il y a de l'espace pour le raisonnement pratique, justement, pour que les gens puissent se rassembler et avoir cette réflexion-là, un espace de qualité pour réfléchir à comment faire. Fait qu'il y avait une espèce de regard plus macro qui était possible à travers un cadre éthique. Donc, est-ce qu'on a des institutions qui favorisent une pratique éthique, finalement, dans le cadre d'un placement en famille d'accueil? Fait que pour plein de raisons, je trouvais que l'éthique des vertus, c'était intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Fait que finalement, c'est une éthique de l'équilibre. On essaie de voir en deux extrêmes comment on se positionne. C'est une éthique où on est toujours en train de se repositionner, d'être en réflexion. Parce que si on se dit, moi, j'ai acquis cette vertu-là, c'est réglé, on l'est déjà plus, on n'est déjà plus à la bonne place. Donc, il faut toujours se réapproprier, voir comment ça s'applique. Fait que c'est vraiment quelque chose où on est toujours en apprentissage, finalement. Fait comment j'ai fait ça, comment j'ai abordé ça, on va parler du rôle de parent d'accueil avec l'éthique des vertus.
Au niveau de la méthode, dans le fond, ça a été un échantillon de parents de familles d'accueil régulières. Je suis allée rencontrer, dans le fond, 19 parents d'accueil. Puis dans les entretiens, j'aurais demandé de me parler d'eux, de leur rôle, de qui ils sont comme parents d'accueil, mais surtout au cœur de l'entretien, de me parler d'une situation qui a été particulièrement difficile qu'ils ont rencontrée comme parents d'accueil, une situation de leur choix. Puis après ça, on a abordé une vignette clinique qui a été la même pour tous pour avoir un regard un peu plus transversal pour voir tout le monde comment se positionne par rapport à une situation particulière. Puis, ça a été une analyse thématique là, plutôt traditionnelle, finalement, pour faire ressortir les grands thèmes là, essentiels là, de leurs propos. Fait que je vais vous parler d'une partie de mes résultats qui est autour du dilemme du déplacement. J'aurais pu vous parler de plein d'affaires. J'aurais pu vous parler de est-ce que je décide ou non de recourir à mon syndicat quand je suis en difficulté. J'aurais pu vous parler de comment je me place dans la relation avec le parent d'origine. Il y a aussi des choses super intéressantes qui sortent avec ça, puis avec l'intervenant. Fait qu'avec chaque acteur, c'est comme s'il y a des dilemmes, des décisions à prendre qui sont intéressantes à analyser sous l'angle de l'éthique. Pour aujourd'hui, on va se pencher à ce qui est plus intime dans la relation avec l'enfant. J'ai fait ce choix-là parce que c'est le dilemme qui est ressorti le plus souvent. Il y a presque la moitié des parents de mon échantillon qui m'ont parlé de ça, puis d'émotions assez intenses par rapport à des comportements de l'enfant, comment on fait quand ça va très loin, quand c'est très difficile. Fait que dans le fond, de quoi on parle quand on parle de cette espèce de dilemme-là qui s'installe? Bien, c'est des moments où l'enfant, finalement, vient à présenter des comportements difficiles qui sont hyper intenses, qui vont devenir hostiles, violents, puis là où il y a vraiment des besoins qui vont rentrer en contradiction. Fait que d'un côté, il y a le besoin pour le parent d'accueil de reconnaître sa fatigue, de gérer le besoin qu'il a de prendre soin de lui, d'assurer surtout la sécurité des autres membres de la famille, sécurité autant physique, affective, même l'intégrité psychologique à un certain point parce que les gens deviennent très, très en difficulté. Fait que comment on fait ça? Mais comment on fait en même temps pour respecter l'engagement qu'on prend envers l'enfant et assurer la stabilité du placement? Fait qu'ils sont vraiment pris là-dedans. Là, j'ai quelques extraits pour vous montrer un peu comment ça s'exprime là, dans leurs mots à eux. Entre autres, puis là, c'est évidemment, c'est quelques parents d'accueil dont j'ai repris des extraits, c'est des noms fictifs. Là, il y a Alice qui nous dit, elle parle de la jeune fille qu'elle accueille, puis qu'elle nous dit, elle avait des comportements violents envers notre fils, physiquement et verbalement. Elle allait à la même école que lui, elle demandait aux autres de le frapper. J'avais peur, honnêtement, qu'elle prenne un couteau et qu'elle descende pendant la nuit. Fait que, c'est vraiment des craintes là, qui sont très concrètes, très réelles, qui pourraient se passer des choses graves. Fait qu'il y a une gestion de risque là, qu'ils doivent vraiment prendre en compte là, dans leurs décisions. Fait qu'ils sont pris là-dedans, puis de voir qu'est-ce que je fais, quand est-ce que je décide que je trace la ligne, que ça va trop loin. Ils sont vraiment dans cette opération-là. Pour ce qui est d'épuisement, il y a un autre extrait ici d'une maman qui nous dit, qui décrit sa situation, qui dit, écoute, elle me donnait des coups de pied dans le ventre. Elle savait que j'étais enceinte, mais avec son trouble d'attachement, c'était trop, ça n'avait plus de bon sens, donc ça a été dramatique. Je pleurais, je ne savais même pas pourquoi je pleurais tellement j'étais épuisée. Il n'y avait pas de déclencheur autre, le fait que j'avais tellement combattu avec cet enfant-là. Fait que, elle a dit combattu avec l'enfant, mais on sent toute la force du lien qu'il y a en même temps, cet engagement-là, cette relation-là qui s'est créée, mais que là, on ne sait plus trop quoi faire avec, on ne sait pas comment gérer ça. Donc, ça montre la force de l'émotion qui est ressentie finalement par le parent d'accueil, qui est en grande souffrance finalement là, dans ces situations-là. Puis là où le dilemme arrive, il nous parle en mots forts aussi de séparer son cœur entre sa famille puis l'enfant, de l'impossibilité de choisir un camp. Fait que l'espèce de sentiment aussi qui ressort d'être seul dans ce choix-là, ça, c'est intéressant parce qu'on le sait que dans le processus clinique, ce n'est pas le parent d'accueil qui prend la décision du déplacement, en théorie. Sauf que ce qu'ils me disent, c'est que je sens que c'est moi qui tire la plug à un moment donné. C'est comme si souvent, on leur demande, mais toi, comment tu te sens? Toi, penses-tu que tu es encore capable d'aller plus loin? Fait qu'il y a quelque chose qui leur revient, qui leur repose sur les épaules. Puis ça, c'est quelque chose qui est assez partagé là, dans les mots des parents d'accueil que j'ai rencontrés. Fait qu'il y a des émotions très difficiles, il y a de l'épuisement qui s'installe. Puis après ça, là arrive la deuxième question. Face à ça, comment ils font? C'est quoi les repères qu'ils se donnent? Puis comment ils naviguent à travers ça? Fait que j'ai ressorti comme deux thématiques, disons, là, que je trouvais qui parlaient, puis qu'on pouvait voir un peu avec l'espèce de continuum des vertus qui est intéressant à regarder sous cet angle-là pour que vous puissiez voir un peu comment on peut jouer avec ce concept-là, finalement. Ils m'ont parlé beaucoup de persévérance. Ce n'est pas une surprise, hein? Les parents d'accueil sont hyper engagés, là, sont là pour l'enfant, ils veulent que ça marche, ils veulent que le placement soit stable. Fait que tout le monde dit, il faut que tu persévères parce que ça ne sera pas toujours facile. Fait que ça, c'est une valeur centrale, c'est comme un principe directeur là, qui se donne là, pour les guider dans leur rôle.
Mais dans les situations extrêmes, là, ça devient plus compliqué que ça. Parce qu'on persévère, mais est-ce qu'on persévère à tout prix? Puis c'est là qu'on voit l'équilibre à essayer de trouver entre persévérer à tout prix, puis l'espèce de réflexe plus d'autoprotection, d'être capable de prendre soin de soi, l'univers du self-care, puis de voir comment on joue à travers ça. Ici aussi, juste pour vous montrer un peu, dans l'univers de persévérer à tout prix, on a une famille d'accueil qui nous dit « Je vais te dire que j'étais plus sur une tablette pendant un temps, c'était plus OK, go, on continue, go, tu es capable. » Nous, les parents d'accueil, pour faire ça, ben, tu penses beaucoup aux autres, veux pas, on est des personnes comme ça. Ça fait partie de ton savoir-être, on s'oublie pas mal. J'aime beaucoup cette dernière fin de phrase-là. Ça fait partie de ton savoir-être. Fait que cette mère d'accueil-là ne remet pas en question cet aspect-là. C'était comme, ben, regarde, tu es dans le bateau, puis tu continues, tu sais. Tu y vas, là, tu y vas à fond. Mais jusqu'où, tu sais, la question demeure encore. Puis là, il y en a un autre qui envisage la possibilité de trop persévérer. Là, vous m'excuserez le long extrait, mais il était tellement parlant que je n'étais pas capable de le Donc, ça dit « J'aurais pu tout perdre. Mon mari aurait pu partir, c'était comme invivable. Les autres jeunes étaient à bout de lui aussi, il aurait pu demander d'être changé de place. Tout briser ça pour un enfant, tandis que j'en ai peut-être d'autres que j'accueille qui auraient mérité de rester, perdre mon mari, ma maison, tout. Puis après, je vais rester toute seule avec cet enfant-là pour me dire dans 2 ans que j'ai échoué. Puis finalement, il a fallu qu'il parte lui aussi. Puis me ramasser toute seule, plus capable d'être famille d'accueil parce que je suis fatiguée, il m'a épuisée, il m'a mis à terre. À un moment donné, il faut que tu sauves ta peau, il faut que tu sauves ton couple parce que sans ça, tu ne pourras plus en aider d'autres. Il faut que tu fasses ça autrement. Fait que, comment, dans le fond, être capable de jouer dans ça puis de prendre acte, si on veut, que ça se peut trop persévérer? C'est au-delà du principe de dire qu'il faut persévérer comme parent d'accueil. Comment négocier ça? Comment aller naviguer cet univers-là? Dans le fond, c'est à ça. Puis ceux qui arrivaient à mettre des mots sur le fait que ça se peut d'aller trop loin, puis à Mané, il faut que tu sois capable de négocier cet aspect-là. Bien, il arrivait mieux, il était dans une moins grande souffrance à un moment donné. Il arrivait mieux à être serein par rapport aux décisions difficiles qu'il arrivait à prendre. L'autre concept tourne autour de l'engagement. Vous allez voir des similitudes, mais c'est un peu différent en même temps. Il y en a beaucoup qui parlent d'engagement inconditionnel. Si on parlait du rôle de parent puis du rôle de professionnel, mais ce côté-là, engagement inconditionnel en tant que parent, il ressortait dans leur discours. Ils parlaient beaucoup de notions d'attachement, de l'importance de la stabilité. C'est comme si ils se sont appropriés les notions d'attachement, puis ils les portent avec leur cœur, vraiment avec force, ce qui est parfait, ce qui est vraiment important, je pense. C'est des connaissances qui sont importantes quand tu es parent d'accueil, sauf que quand est-ce que ça te met une forme de pression d'une certaine façon? Vous allez voir ce que je veux dire avec les extraits, là. Vraiment, je trouve que ça sort plus simplement. Fait comment on gère l'engagement finalement? Il y a une mère d'accueil qui parle un peu d'engagement à la vie, à la mort, là, qui disait « Je suis une personne très intransigeante. Pour moi, c'était quasiment à la vie, à la mort. » Mon inconscient me disait « Tu ne peux pas, si c'était ton enfant biologique, il faudrait que tu ailles jusqu'au bout. Tu ne peux pas abandonner cet enfant-là. C'est un devoir d'aller jusqu'au bout, peu importe si tu y laisses ta peau. » Ça, c'était vraiment ses mots à elle. Puis vous voyez, justement, d'être dans une extrême. C'est une mère d'accueil qui a vécu un départ extrêmement dramatique d'un enfant qui était avec elle, mais l'impossibilité d'avoir plus de nuances dans sa façon de voir ça la maintenait comme prisonnière là, de cette perception-là. Une autre vision va apparaître, l'idée de l'attachement. Une autre qui dit, qu'est-ce qu'il va se dire dans sa tête? Est-ce qu'il y a un trouble d'attachement? Puis moi, je viens lui confirmer que ça va lui arriver toute sa vie. Je vais te tester, tu vas m'abandonner comme toutes les autres. À ce moment-là, ça me rendait complètement folle de savoir que c'est moi qui allais déclencher ça. Je l'ai rejeté et il m'appelait maman. Fait que vous voyez vraiment toute l'idée du parent, de se sentir comme le parent, de sentir que là, tu vas nuire à l'attachement de cet enfant-là. Donc, la pression que le parent d'accueil finit par porter autour de ça, elle devient assez intense. Puis une autre mère d'accueil qui a un regard différent, peut-être un peu plus nuancé, qui se promène peut-être ailleurs sur notre continuum de tantôt, qui nous dit, bien, si tu n'as pas un minimum de... C'est pas du détachement, je ne sais pas comment l'écrire, mais il faut accepter ça. Il faut accepter ça, que ce n'est pas toi le vrai parent, mais tu dois quand même lui donner tout ce que tu donnerais comme si c'était ton enfant, sinon, tu ne vas pas y arriver. Dans le fond, je me dis, si elle partait là, elle partirait avec ce que j'ai pu lui apporter. Il va y avoir des régressions, mais il y a bien des affaires qui resteraient, puis le lien, il sera encore là après. Fait que, de voir un lien au-delà du placement, de voir une autre configuration plutôt que une espèce de vision entre tout et rien, en des extrêmes, la capacité d'avoir une pensée plus nuancée, ça change quelque chose pour la manière dont les parents d'accueil vont arriver à résoudre ces dilemmes-là.
C'est rapide, mais qu'est-ce qu'on peut retenir peut-être autour de ça? Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, puis ce qui faisait beaucoup de sens, je trouvais, c'est que ces parents d'accueil-là, ça confirme un peu qu'ils sont vraiment dans une souffrance éthique, là. Puis, quand c'est vraiment l'idée de deux choix indésirables, on est déchirés entre les deux, on est pris dans ça. Parfois, le contexte force à aller un peu contre les valeurs, à faire quelque chose qu'on n'aurait pas souhaité faire. Fait que les parents d'accueil sont dans cette zone-là, dans cet univers-là. Puis face à ça, soutenir des compétences techniques, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qui va régler l'affaire. Puis ils l'ont dit, les parents d'accueil aussi, ce qu'ils disaient, il disait que de l'aide technique, un éducateur, des formations, tout ça, ça aidait. C'est quelque chose qui a contribué à aider, à permettre de durer plus longtemps. Mais dans le récit, dans ce qu'il me racontait, ça finissait par arriver quand même à un moment donné, le dilemme finissait par arriver. Ce n'est pas dans toutes les situations. Des fois, ça va se placer et ils n'arriveront pas au dilemme, mais dans le récit, aux parents qui arrivaient là, bien, il avait pu durer à cause de compétences plus techniques de l'ordre du savoir-faire, mais c'est ça, ça n'avait pas sauvé. Puis ça ne sauve pas de la souffrance éthique qui peut arriver. Donc, il faut aller ailleurs. Il faut essayer de les soutenir dans cette réflexion-là, de voir une façon peut-être de les amener à avoir une réflexion un peu plus nuancée, de voir les choses autrement. Puis, tu sais, l'espèce de continuum des vertus. Tu sais, moi, j'ai travaillé comme intervenante auprès de ces gens-là, comme auprès des parents d'accueil. Puis, tu sais, je voyais un intervenant qui pourrait, tu sais, tracer le continuum de la vertu, tu sais, sans nommer les vertus nécessairement parce que c'est un mot bizarre qu'on ne s'approprie pas facilement, mais tu sais, de dire, tu sais, dans la persévérance, là, toi, tu es là, mais tu sais, il y a moyen de revenir, puis on a le droit d'en parler. Tu sais, je trouve que ça permet de lever des tabous, peut-être, de choses qui sont difficiles à aborder entre parents d'accueil et intervenants, de le voir de cette façon-là plus nuancée, je pense que c'est intéressant. Puis l'angle du double rôle de parent puis de professionnel, il est hyper intéressant pour conceptualiser le rôle, mais c'est comme si ça n'amenait pas de pistes concrètes pour comme soulager cette souffrance-là. On dirait qu'on est un peu pris de dire, ben, es-tu parent, es-tu professionnel, es-tu un peu des deux? Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit au juste pour concrètement que le parent d'accueil arrive à mieux négocier tout ça? Je me disais, ben, probablement que cette piste-là des vertus peut aider à avoir une pensée un peu plus nuancée puis à aller au-delà d'une vision un peu plus dichotomique, on pourrait dire. Il faut faire attention aux principes trop directifs. L'injonction à la persévérance, l'injonction à la stabilité, c'est quelque chose qui peut devenir problématique. C'est des principes qui sont vraiment parfaits dans la majorité des situations qui sont importants, mais dans les situations plus graves, plus intenses, il faut être capable de voir au-delà de juste l'application des principes puis vraiment de mettre en contexte ce que l'éthique des vertus propose de faire aussi. Fait que voilà, je m'arrête là parce que j'imagine que j'ai terminé mon temps. Je suis pas pire.